Bienvenue dans la leçon numéro 10 du cours Architecture des ordinateurs qui s'intitule Les mémoires, dans laquelle nous allons voir dans la première partie les différentes caractéristiques des mémoires et après on verra les différents types de mémoire qui sont disponibles sur le marché. Donc dans la première partie, on verra les caractéristiques avec lesquelles on peut comparer ou plutôt étudier les mémoires. Et dans un deuxième temps, on verra les différents types de mémoires et leurs applications dans les systèmes informatiques. Donc pour introduire les mémoires, bien sûr, les mémoires sont des éléments de stockage d'informations tels que les programmes utilisateurs, les données qui sont traitées par les programmes, les résultats de traitement, les programmes d'aide à la programmation et les systèmes d'exploitation. Bien sûr, les programmes utilisateurs, lorsque les utilisateurs développent leur application ou leur programme, lorsqu'ils écrivent leur programme, en général, ils sont stockés sur un support de stockage de masse, tel qu'un disque dur, une disquette, ou ils peuvent les mettre sur des lecteurs CD, des CD. Et une fois ils veulent les exécuter, bien sûr, ils mettent si c'est sur un lecteur CD, ils le mettent dans le lecteur et ils lancent l'exécution. L'exécution se fait, elle, dans la mémoire centrale, comme ce qu'on a vu précédemment. Bien sûr, les programmes utilisateurs, lorsqu'ils ont besoin de données, ces données, le processeur les rapatrie du support de stockage dans la mémoire centrale pour pouvoir les traiter. Donc, quel que soit le support, ils sont sur une mémoire, que ce soit une mémoire de masse ou la mémoire centrale. Les résultats aussi, des fois, on a besoin de stocker les résultats dans une zone mémoire, qui pourrait être un disque dur, comme il pourrait être un support externe de stockage d'informations. La même chose, la machine, ou plutôt le processeur, la carte mère du processeur, a besoin d'un certain nombre de programmes pour pouvoir fonctionner. Donc ces programmes, les concepteurs de ces machines, les stockent sur des mémoires. Mais c'est des mémoires différentes de la mémoire centrale et du disque dur. Parce que ces mémoires doivent garder l'information, elle doit résider dans la carte mère, de telle sorte à ce que lorsqu'on éteint le processeur, plutôt l'unité centrale, on la rallume, le processeur puisse redémarrer pour pouvoir vous donner la main pour travailler sur l'ordinateur. Et bien sûr le système d'exploitation, qui est en partie sur une mémoire résidente et en partie stocké dans le disque dur. Donc tous ces utilitaires, tous ces programmes, les données sont bien sûr, ont besoin d'être stockées sur un type de mémoire. Donc on distingue de nombreux types de mémoire qui se différencient par leurs caractéristiques et leur technologie bien sûr. Parce qu'on a des mémoires qui sont volatiles, c'est-à-dire que lorsqu'on éteint l'ordinateur, on ne retrouve rien. On a des mémoires dans lesquelles on a besoin d'un espace important, tel que le disque dur. On a des mémoires qui gardent l'information, même en cas de disparition du courant. Et il y a d'autres types de mémoires qu'on détaillera plus tard. Donc, les différentes caractéristiques des mémoires consistent, bien sûr, à étudier les caractéristiques qui nous permettent de comparer les mémoires et bien sûr qui fournissent aux différents concepteurs de machines des variantes de mémoire pour pouvoir les utiliser en fonction de l'application dont ils ont besoin. Donc parmi les caractéristiques des mémoires, on a le mode de fonctionnement et la volatilité. Donc le mode de fonctionnement est la façon avec laquelle fonctionne la machine, synchrone, asynchrone, ainsi de suite. La volatilité, c'est le fait de garder ou de ne pas garder l'information. Là, il y a aussi la destructibilité de l'information et la vitesse. Donc c'est des caractéristiques qui sont importantes pour caractériser une mémoire. Parce que lorsqu'on prend une fiche technique d'une mémoire, ou une brochure, on doit retrouver quand même l'ensemble de ces caractéristiques. La destructibilité, ça veut dire qu'une information, lorsqu'elle est lue, elle disparaît, elle n'est plus dans la mémoire.
Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques telles que la consommation, la capacité et le prix de la mémoire. Donc la consommation caractérise la mémoire parce que c'est très important. Lorsqu'on veut utiliser une mémoire sur un ordinateur fixe, ce n'est pas la même chose qu'un ordinateur portable. Je peux me permettre d'utiliser une mémoire qui consomme beaucoup d'énergie sur un ordinateur fixe, mais je ne peux pas me permettre de l'utiliser sur un portable, parce qu'un portable, il a une batterie, il faut sauvegarder cette batterie, il faut qu'il fonctionne le maximum possible, il faut que les composants que j'utilise sur un ordinateur portable consomment le minimum possible pour sauvegarder la batterie de ce portable. Bon, bien sûr, la capacité de la mémoire est un facteur ou est une caractéristique aussi importante, et bien sûr le prix. Le prix est en général calculé au mégabit. Donc, le mode de fonctionnement, comme ce qu'on a dit, c'est bien sûr, c'est la façon avec laquelle la mémoire fonctionne. Donc, c'est une mémoire, par exemple, à lecture-écriture. Donc, on peut lire la mémoire et on peut écrire dans la mémoire. Ça, c'est le mode de fonctionnement. Ils permettent aussi l'inscription ou le prélèvement de l'information en fonction d'une commande de lecture ou d'écriture. Donc, ça nous donne, le mode de fonctionnement est caractérisé en général par un chronogramme et on a des signaux qui nous disent, voilà, cette mémoire, je peux la lire avec le signal read par exemple, je peux écrire dans cette mémoire avec le signal write, elle a un bus d'adresse, elle a un bus de données, de temps de bits, ainsi de suite. Donc lorsqu'on a des mémoires à lecture uniquement, bien sûr, les informations qu'elles contiennent ne peuvent être que lues par le processeur. C'est-à-dire que je peux avoir une mémoire on ne peut pas écrire sur cette mémoire, mais elle contient des informations, on peut les lire. Bon, ça, c'est des mémoires qui sont surtout utilisées pour stocker des mémoires, des programmes tels que le BIOS, par exemple, le boot, des programmes qu'on veut qu'ils restent résidents et qu'on ne veut en aucun cas qu'un utilisateur rentre pour modifier l'information qu'il y a dans ces mémoires. Bon, deuxième caractéristique, c'est la volatilité de l'information. Donc, une mémoire volatile, c'est une mémoire qui perd l'information qu'elle contient si la tension d'alimentation disparaît. Ben, comme la mémoire centrale du processeur, la mémoire RAM est une mémoire volatile. Lorsque vous travaillez sur un fichier Word et il est chargé en mémoire, donc vous êtes en train d'éditer le fichier, ben, il faut faire des sauvegardes de temps en temps. Si vous oubliez de faire des sauvegardes de temps en temps et il y a une coupure de courant, ben, vous ne retrouvez plus vos sauvegardes. Parce que le fichier, si votre fichier est stocké dans le disque dur, il n'est pas volatile, il garde l'information, il est mémorisé. Par contre, la mémoire RAM, elle est volatile. Lorsque vous récupérez un fichier du disque dur et vous le mettez et vous lancez, plutôt vous l'ouvrez avec Word, donc Word sera chargé dans la mémoire centrale et votre fichier aussi sera chargé en mémoire centrale. Donc tant que vous travaillez dessus, il est toujours dans la mémoire centrale. Sauf si vous faites des sauvegardes intermédiaires. Chaque fois que vous faites une sauvegarde, l'information est enregistrée dans le disque. Et s'il y a une coupure de courant, vous n'allez retrouver dans le disque que votre dernière sauvegarde. Donc tout ce que vous avez fait entre-temps, avant la coupure, au moment de la coupure, avant de faire votre sauvegarde, il est parti. Donc, une autre caractéristique, c'est la destructibilité. Une mémoire est destructible, bien sûr, lorsque l'opération de lecture détruit l'information. Bon, ça, c'est un type de mémoire dont le champ d'application n'est pas très répandu. On la retrouve surtout dans des endroits où, par exemple, on veut faire, je ne sais pas, on veut, par exemple, envoyer de la messagerie. Il y a des terminaux. Surtout, on en voit souvent dans des entreprises, des endroits à accès à badge, par exemple, ou même pour le pointage. Et on veut informer, par exemple, un employé pour passer voir un directeur, par exemple, ou son responsable. On envoie le message, on peut le stocker dans une zone mémoire dans la machine, le lecteur de badge, dans la porte. Et cette mémoire est destructible, c'est-à-dire lorsque la personne passe, il présente son badge, le message s'affiche pour une seule fois,
pour l'inviter à aller voir son chef, ben, lorsqu'il viendra repasser son badge une deuxième fois, il ne reverra plus ce message. Il est affiché une seule fois parce qu'il ne va pas l'afficher chaque fois qu'il passe devant le lecteur de badge. Bon, la vitesse, bien sûr, la vitesse est un paramètre très important pour la mémoire. Il est caractérisé par deux paramètres. Le TA, c'est le temps d'acquisition de la donnée après une lecture, et le TC, qui est le temps de mise à jour de la mémoire. Donc, le TA, c'est le temps qui s'écoule entre la demande de lecture du processeur et la réception de la donnée de la mémoire centrale. C'est-à-dire que lorsque le processeur envoie une demande ou une requête de lecture de la mémoire centrale, la mémoire centrale va présenter la donnée sur le bus de données et le processeur ira la récupérer du bus de données. Donc, ce temps qui s'écoule entre la demande de la lecture d'une lecture de données et la récupération de la donnée s'appelle le TA. Le TC, c'est le temps de mise à jour de la mémoire. Bon, en général, c'est lors d'une écriture. Disons, lorsque le processeur envoie une donnée à la mémoire centrale pour l'écrire dans celle-ci, il va envoyer un signal de demande d'écriture, il va placer bien sûr la donnée sur le bus de données, il va envoyer l'adresse de la case mémoire dans laquelle devra se faire l'écriture, et la donnée sera écrite dans la case correspondante. Bien sûr, la case qui est adressée, dont l'adresse se trouve dans le bus adresse. Le temps qui s'écoule entre la demande d'écriture et la fin de la requête d'écriture, pour que le processeur puisse lancer encore une deuxième requête d'écriture, par exemple, s'appelle le TC. Et bien sûr, le TC est égal à 2 fois le TA, disons le temps nécessaire pour faire une mise à jour ou pour faire une écriture, et 2 fois plus long que le temps de demande de lecture. Donc, pour une lecture, le processeur, bien sûr, dispose de la valeur pour TA, de la valeur après TA. Pour une écriture, la mémoire signale la fin d'accès écriture après TA, mais bien sûr, une nouvelle requête ne peut avoir lieu qu'après la mise à jour. C'est-à-dire que la mémoire signale la fin d'accès à la mémoire après le TA, mais le processeur ne peut pas relancer une nouvelle requête d'écriture, par exemple, qu'après l'écoulement du TC, c'est-à-dire après la mise à jour. Donc, si on essaye de schématiser comment le processeur procède pour faire une lecture ou une écriture, donc ici, lorsque le processeur veut accéder à la mémoire centrale, donc il lance la requête, donc après TA, ça c'est le TA, c'est lorsqu'on fait une demande de lecture, donc après il peut ici commencer une nouvelle requête de lecture, dans le cas où il s'agit d'une requête de lecture. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une requête d'écriture, bon, la fin de la requête se fait ici, mais il ne peut entamer une nouvelle requête qu'après la fin du temps de mise à jour, le TC ici. Donc, une nouvelle requête ne peut démarrer qu'à ce niveau-là. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour une lecture. Et ça, c'est le temps nécessaire pour la mise à jour lors d'une écriture. Donc, une lecture se termine ici. Par contre, une écriture se termine ici. Et on ne peut commencer un nouveau accès pour une écriture qu'après l'écoulement de TA plus TC ici. Donc, les différents types de mémoire. La deuxième partie de notre cours consiste bien sûr à étudier les différents types, avec leurs caractéristiques bien sûr, des mémoires et leurs applications. Donc quelle unité fonctionnelle, ou plutôt pour quelle application peut-on utiliser
ces types de mémoire. Donc on a ce qu'on appelle les mémoires vives, ou la mémoire RAM, comme tous les informaticiens les connaissent. Donc c'est la mémoire centrale est à la base de la mémoire RAM. Donc en anglais, c'est Random Access Memory. Donc c'est une mémoire qui est utilisée en général pour la mémoire centrale, puisqu'elle est volatile. Donc elle est volatile et bien sûr, à chaque mot est adressé ou est accessible indépendamment. Disons, la RAM est composée d'un certain nombre de cases mémoire. Chaque case a son adresse et pour accéder à cette mémoire, à cette case mémoire, on doit envoyer son adresse sur le registre d'entrée de la mémoire RAM. Bon, bien sûr, c'est la base de la mémoire centrale. Au début, toutes les mémoires centrales étaient à base de RAM. Donc, on a un deuxième type, c'est les mémoires, on les appelle les mémoires mortes, parce que c'est des mémoires qu'on ne peut que lire uniquement, donc read only memory. Donc, ces mémoires sont utilisées pour le stockage permanent et ils sont à accès rapide par rapport, bien sûr, à la mémoire RAM. Donc, ce type de mémoire est en général utilisé pour des applications qui ne doivent pas bouger dans le temps. Par exemple, on a des utilitaires qui sont utilisés par le système d'exploitation et qui sont résidents dans la carte mère, comme le boot par exemple. Le boot, il est placé dans la mémoire ROM. La mémoire ROM est utilisée lors de la fabrication de la machine. Donc, on ne peut pas... La RAM, par exemple, elle est utilisée par les utilisateurs, les programmeurs. Donc, lorsqu'ils écrivent leurs programmes et ils veulent les exécuter, ils sont chargés dans la RAM. Donc, ils utilisent la RAM. Donc, il n'y a rien en principe dans la RAM. Elle est vide au départ. Il n'y a rien et c'est les utilisateurs qui la remplissent par les données ou les programmes lors de l'exécution de leur programme. Par contre, la ROM, l'utilisateur ne peut en aucun cas l'accéder parce que c'est une mémoire qui est écrite une fois pour toutes et on ne peut plus écrire dans cette mémoire. On peut la lire, on peut récupérer le code qu'il y a dedans ou les données, mais on ne peut pas écrire dedans. Donc c'est une mémoire qui est utilisée surtout pour le stockage permanent et elle est très rapide d'accès puisqu'il n'y a pas de cycle d'écriture dedans. Donc le TC disparaît et on n'a que des cycles de lecture uniquement. Donc bien sûr, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, elle est utilisée pour stocker les programmes tels que le boot, le BIOS. Elle est aussi utilisée pour stocker les micro-instructions. Donc on verra ce que c'est les micro-instructions lorsqu'on attaquera le processeur et l'unité de commande. Et bien sûr, dans les micro-instructions correspondent à la partie microprogramme qui correspond à la partie contrôle du processeur. Cette mémoire ne peut être produite qu'en grande quantité. Parce que si par exemple un fabricant qui a conçu une carte mère et il a prévu un BIOS pour cette carte mère, bon, bien sûr, ça lui reviendrait très cher d'utiliser une mémoire qu'il va écrire lui-même. Donc, il va faire bien sûr appel à un fabricant qui va prendre le code et il va le mettre dans une ROM. Parce que la ROM, elle est programmée lors de la fabrication de celle-ci. On verra qu'il y a des mémoires qu'on peut programmer chez l'utilisateur. On la programme une fois pour toutes et on ne peut plus la toucher. Mais c'est la ROM, elle est programmée lors de la fabrication. Donc, le concepteur du code du programme qu'il veut mettre sur une ROM le fournit à l'usine qui produit les ROM et celle-ci prend le code et il le met dans la ROM et il lance la production. Donc, pour pouvoir avoir un prix raisonnable d'une ROM, il faut que la quantité soit importante.
Donc bien sûr, les concepteurs des cartes mères, lorsqu'ils font la conception d'une carte mère, ils la vendent à grande échelle, avec une grande quantité. Donc ils peuvent se permettre de sous-traiter la production de leurs ROM qui sont dans les cartes mères chez des fabricants externes. D'autant plus, plus le nombre à produire est important, plus le prix baisse. Des fois, ça revient à quelques centimes pour une ROM. Donc il y a un autre type, c'est la RAM statique, c'est la SRAM, c'est une mémoire à accès rapide, et bien sûr l'information stockée reste valide statiquement. C'est l'équivalent de la RAM, mais c'est une autre variante avec le fait que l'information reste valable statiquement dans la mémoire, mais c'est une mémoire aussi qui est volatile. C'est-à-dire que lorsqu'on coupe le courant, ben, l'information disparaît de cette mémoire. Mais l'avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide que la RAM et on retrouve dans pas mal de mémoires centrales, chez pas mal de fabricants qui utilisent de la SRAM. Bien sûr, le temps d'accès mémoire est égal au temps d'acquisition de la donnée pour ce type de mémoire et on gagne bien sûr le TC par rapport à la RAM et c'est le fait que ça fait que cette mémoire est beaucoup plus rapide que la RAM. Bon, il y a aussi un autre type de SRAM lente, appelée SRAM lente, à base de CMOS, qui est plus lente par rapport à la SRAM, mais elle a l'avantage de ne pas consommer beaucoup d'énergie. Donc elle a un prix modéré, elle est facile de mise en œuvre, elle consomme beaucoup moins que la SRAM statique, la SRAM classique, et bien sûr elle a une intégration moyenne. Donc par rapport à la RAM ou la SRAM rapide qu'on a vu tout à l'heure, celle-ci est utilisée en général dans des équipements portables, puisqu'elle consomme beaucoup moins que la précédente. Donc on a aussi la SRAM rapide, à base de TTL-ECL, qui est 5 à 10 fois plus rapide que la SRAM lente, à base de CMOS. Mais l'inconvénient de cette mémoire, c'est qu'elle consomme énormément, elle a une faible intégration et elle a un prix élevé. Donc le seul avantage qu'elle a, c'est la rapidité. Et bien sûr, avec une SRAM TTL ou ECL, on peut bien sûr l'utiliser dans un poste fixe. Donc on a la rapidité, on a, disons, la rapidité malgré sa consommation importante. Donc ça ne pose pas de problème puisqu'un poste fixe, il est toujours branché sur le secteur. Donc c'est rare qu'on ait une coupure de courant. Et le problème de consommation passe des fois invisible. Donc il y a une technologie aussi qui est utilisée pour la conception des mémoires RAM, c'est la technologie BiCMOS. Donc elle regroupe les avantages des deux technologies. Elle est rapide, comme la SRAM CMOS, plutôt TTL, ECL, et elle ne consomme pas autant que la SRAM, TTL, ECL. Donc elle est entre les deux, entre la SRAM CMOS et entre la RAM TTL, ECL. Donc elle est utilisée surtout pour les caches, les registres ou buffer mémoire, les mémoires temporaires qu'on utilise pour sauvegarder des données qu'on utilise fréquemment dans des programmes. Donc il y a un autre type, c'est les RAM dynamiques. Donc c'est les DRAM, Dynamic RAM. Donc c'est des mémoires qui ont une capacité mémoire assez élevée. Ils utilisent l'adressage multiplexé, ligne puis colonne. Et le problème, c'est que c'est des mémoires qui consomment énormément. Donc, capacité mémoire élevée
parce que, vu leur conception, on peut mettre beaucoup de données dans des matrices de ces mémoires. Et au niveau de leur adressage, ben, l'adressage, on utilise des capacités. C'est des capacités qui sont utilisées pour stocker ces informations. Donc le stockage dynamique se fait dans des condensateurs et l'information, bien sûr, doit être rafraîchie ou réécrite régulièrement 1 millier de fois par seconde. Et le fait de mettre un système ou un mécanisme de rafraîchissement, puisque l'information elle est stockée dans un condensateur, donc on sait que le condensateur perd sa charge dans le temps, donc au bout d'un certain temps, la charge du condensateur baisse exponentiellement, et par conséquent, pour garder la charge de ce condensateur, il va falloir rafraîchir, lire l'information et la réécrire dans chaque bit de la mémoire, puisque chaque bit correspond à un condensateur. Donc l'idée est de lire l'information de la mémoire et la réécrire. Donc le fait de la lire, donc ça, le processeur la récupère, elle est remise à niveau, puisque le 1 bit 1, c'est entre 3,5 et 5 volts, et 0, c'est inférieur à 1,5 à peu près. Donc le fait de lire l'information lorsqu'elle descend vers 3 volts et demi par exemple, donc sur le processeur, elle passera directement à 5. Le fait de la réécrire, elle va passer à 5. Et elle va décroître dans le temps. Et les concepteurs de machines savent au bout de combien de temps elle va atteindre le seuil critique pour que le bit ne sera plus à 1. Donc c'est en moyenne ou en général, c'est 1 millier de fois par seconde pour pouvoir rafraîchir la mémoire. Et ce mécanisme de rafraîchissement de la mémoire dynamique coûte énormément cher, aussi bien le prix pour l'implémentation de ce mécanisme de rafraîchissement, d'une part, qu'au niveau de consommation, parce que c'est un équipement qu'on rajoute à la mémoire pour pouvoir faire ce rafraîchissement. Et le fait de rajouter un autre équipement, ben, ça consomme de l'énergie, donc il doit être alimenté, et ce qui fait que c'est des mémoires qui consomment énormément. Donc l'avantage de ces mémoires dynamiques, c'est qu'elles sont très rapides, ils ont une densité d'intégration très importante, très grande, mais ils ont quand même des inconvénients, ben, c'est la consommation, donc une consommation très élevée, un prix très élevé aussi par rapport au SRAM, puisqu'il va falloir rajouter un mécanisme de rafraîchissement, et ils sont utilisés pour la mémoire principale ou la mémoire centrale, de postfixe surtout. En aucun cas, on ne peut utiliser ce genre de mémoire dans des ordinateurs, par exemple, portables. Donc, si on essaie de dresser un comparatif de l'ensemble des mémoires qu'on a vues, donc on a la SRAM qui est plus rapide que les DRAM, donc les SRAM TTL, ECL, bien sûr. Bien sûr, on a la capacité mémoire des DRAM est beaucoup plus grande que les SRAM, vu qu'on peut intégrer dans une matrice énormément d'informations, donc on peut intégrer énormément de condensateurs. Les DRAM consomment beaucoup plus que les SRAM, vu qu'ils ont un mécanisme de rafraîchissement, mais ces mémoires consomment énormément. Donc en plus de la logique qu'ils ont en interne, il y a le système de rafraîchissement, et le système de rafraîchissement consomme 3 fois plus que la logique qu'il y a en interne. Et bien sûr, les SRAM sont plus chers que les DRAM. Donc l'avantage des DRAM, c'est surtout la capacité, et ils ont un prix modéré par rapport au SRAM. Donc, la hiérarchie, si on veut établir une hiérarchie mémoire, disons des différentes mémoires qu'on a vues, donc on retrouve ici, dans la première ligne, donc si on peut ici définir la technologie bien sûr, la taille
et le temps d'accès. Donc ça, c'est les trois caractéristiques sur lesquelles on va se baser pour comparer les différents types de mémoire. Donc on a ici dans la colonne type de mémoire, on a bien sûr un certain nombre de mémoires. Donc on a le cache mémoire. On va le comparer bien sûr à la mémoire centrale, le disque dur, disque optique et disquette. Bon, cache mémoire, on n'a pas encore vu ce que c'est le cache mémoire, mais sachez que le cache mémoire est une partie de la mémoire qui est résidente dans le processeur. On verra plus tard à quoi ça sert, mais on l'utilise surtout pour augmenter la rapidité du processeur, pour éviter au processeur les différents va-et-vient avec la mémoire centrale pour récupérer les instructions et les données. Bon, bien sûr, le cache mémoire aussi s'identifie au registre interne au processeur. Donc, il a pratiquement la même rapidité. Donc, les caches mémoire sont en général utilisés, ou plutôt utilisent, les concepteurs de ces caches utilisent la technologie SRAM, rapide. Donc, on a besoin de rapidité pour ces mémoires. Et la taille est de 152 à 512 kilooctets, voire même sur certaines configurations, elle peut aller jusqu'à 1 méga, même voire plus, 1 mégaoctet. Donc sur les machines actuelles, on a tendance à augmenter la taille de ce cache. Donc le temps d'accès à ce cache est de 1 nanoseconde. Donc c'est un cache, ou plutôt c'est une zone mémoire à accès très rapide. Donc on a la mémoire centrale qui utilise en général une technologie aussi qui doit être rapide. Bon, on utilise la DRAM ou une SRAM aussi. Des fois, on utilise la SRAM, mais ça n'a rien à voir avec la SRAM avec laquelle on utilise le cache, parce que les caches, on utilise la SRAM très rapide, même si la taille est petite, puisque la taille du cache est beaucoup plus petite par rapport à la mémoire centrale. Donc les mémoires qu'on utilise pour la mémoire centrale doivent être de taille importante et rapide. Pas aussi rapide que les caches, mais ils doivent être aussi rapides. Donc les boîtiers sont en général de 4 à 512 mégaoctets et ils ont un temps d'accès de 20 nanosecondes. Donc on constate que la capacité mémoire est presque 1000 fois plus importante que le cache. Et ici, on voit que le temps d'accès est beaucoup plus loin. Il y a presque un rapport de 20 entre le cache mémoire et la mémoire centrale. Donc vient après le disque dur. Donc le disque dur est un élément qui se situe, qui est accessible par un contrôleur en général. Et c'est un périphérique du processeur. Donc la technologie utilisée, c'est l'empilement de disques magnétiques. Et le disque a bien sûr une tête de lecture qui permet de se positionner sur le bon secteur et la bonne piste pour pouvoir récupérer l'information. Donc il y a de la mécanique dedans. Donc il y a une tête de lecture qui se déplace et il y a un certain nombre de disques qui sont empilés les uns sur les autres pour pouvoir avoir une capacité plus importante. Donc ici, au niveau de la taille, on dépasse de loin le gigaoctet. Donc on a actuellement plusieurs dizaines même de gigaoctets. Et bien sûr, au niveau du temps de réponse ou du temps d'accès, il est beaucoup plus long que la mémoire centrale. Donc c'est de l'ordre du milliseconde. Donc, on a à peu près 20 mégaoctets par seconde à peu près. Donc 10 à 20 mégas par seconde. Donc lorsqu'on veut lire ou écrire dans un disque un fichier d'une taille assez importante, on voit clairement que ça met un peu de temps pour pouvoir écrire dans le disque. Donc il y a après les disques optiques. Donc la technologie c'est du CD-ROM, c'est du Compact Disc ROM, Read Only Memory. Donc c'est des disques dans lesquels on ne peut que, ils sont écrits une fois pour toutes et on peut lire
l'information. Bon, quoique actuellement, on a des CD qu'on peut lire et écrire sans problème avec un équipement, un graveur, pour pouvoir faire cette opération. Donc la taille de ces types de mémoire est aussi de l'ordre du gigaoctet. Et le temps d'accès, on voit bien que c'est beaucoup plus long par rapport à la mémoire centrale et même par rapport au disque dur. Donc ici, on a de l'ordre de 200 millisecondes et avec lequel on peut lire à peu près 1 mégaoctet par seconde. Bien sûr, lorsque vous lisez à partir d'un lecteur CD, on voit bien qu'il y a un temps qui s'écoule pour pouvoir récupérer un fichier, par exemple, du disque dur ou pour pouvoir lire une application. Parce que le processeur passe par un contrôleur et il y a dans le lecteur, il y a aussi un bras qui est déplacé mécaniquement et qui se positionne sur le secteur dans lequel est placée l'application et il permet de faire la lecture. Le disque dur est beaucoup plus rapide par rapport au lecteur CD parce que il est beaucoup plus compact. On a un empilement d'énormément de disques en parallèle et le bras déplace la totalité des têtes de lecture en même temps. Ce qui fait qu'il a une capacité importante et vu qu'il est intégré, fermé, étanche, ça fait que c'est beaucoup plus rapide, et il n'y a pas de l'air qui rentre, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'obstacle. On a aussi la disquette. Bon, c'est un disque magnétique, c'est un seul disque. Bon, on n'utilise plus maintenant les disquettes, mais dans le temps, c'était fréquemment utilisé. Donc, bien sûr, on peut aller jusqu'à 100 mégaoctets, mais le temps, il est supérieur à 1 seconde, et bien sûr, 10 mégaoctets par minute. Donc, lorsque vous avez déjà une disquette de 1 méga,44, pour récupérer un fichier de 1 méga, ça prend énormément de temps pour pouvoir faire une récupération d'un fichier de 1 méga. Donc, on voit bien ici que on est parti du plus rapide vers le moins rapide ici, au niveau temps de réponse ou temps d'accès. Et on a affaire à différentes tailles, bien sûr, en fonction de l'utilisation et en fonction de l'application. Donc, si on essaie de reprendre cette hiérarchie sous forme pyramidale, donc on constate, bien sûr, que on a dans le sommet de la pyramide, on a les registres qui sont les plus rapides. Donc, ici, j'ai la flèche descendante, c'est la capacité, et la flèche montante, c'est le coût, c'est le prix de revient de l'octet, si j'ose parler d'octet. Donc le prix de revient de production d'un tel élément, si j'essaie de le ramener à l'octet. Donc j'ai les registres qui sont les plus rapides, suivi du cache, mémoire, qui est dans le processeur, mémoire centrale, les mémoires d'appui, disons, qui sont en général utilisées pour soulager la mémoire centrale, telles que les mémoires qui sont dans des contrôleurs par exemple, les mémoires permanentes, telles que les disques durs, par exemple, ou un lecteur de bande magnétique, et en dernier lieu, on trouve plutôt les disques optiques et la bande magnétique, et les bandes magnétiques. Donc ici, si on essaye de voir aussi cette pyramide, plus on monte dans la pyramide, plus on s'approche du processeur. Et plus si on voit la chose dans l'autre sens, donc plus on descend dans la pyramide, de plus en plus loin, on s'éloigne du processeur. Donc plus on descend dans la pyramide, plus on s'éloigne du processeur, plus on remonte la pyramide, plus on s'approche du processeur. Donc il y a d'autres types de mémoire, tels que les PROM, donc programmables ROM. C'est des mémoires qui sont comme les ROM, mais ils sont programmés chez le concepteur de ces programmes. C'est une ROM, c'est une mémoire permanente, mais qui est programmée une seule fois. Dans la phase de mise au point, par exemple, ou plutôt lorsqu'on a des systèmes à produire en faible quantité, au lieu de faire appel à un fabricant qui va nous faire des ROM, on va les faire chez soi. On va claquer des PROM, ils sont programmables avec ce qu'on appelle un data IO. On met notre code dans la ROM, dans la PROM, et on fait les tests sur ces machines qui vont être produites à faible quantité.
Il y a les EPROM, Erasable PROM. Donc c'est des PROM, mais qu'on peut programmer et effacer. Ils ont en général une fenêtre et on les expose à des rayons ultraviolets pendant 20 minutes et ils s'effacent. Donc on peut écrire dans ces ROM, donc une fois on écrit avec le data IO, on ne peut plus les effacer. Et si on veut les réeffacer, donc on les ramène, on ouvre la fenêtre, on les expose pendant 20 minutes à un data IO et la mémoire s'efface. Seulement, si on ne prend pas de précaution lorsqu'on les programme, on met une étiquette sur la fenêtre, l'information risque d'altérer dans le temps puisque le soleil projette des rayons ultraviolets et au bout de 2 ans, 1 an déjà, s'il est exposé au soleil, l'information peut disparaître. Donc c'est des mémoires qui sont souvent utilisées dans les phases de mise au point. C'est-à-dire que lorsque un concepteur de machine essaye de faire des tests sur des architectures qu'il va concevoir, donc il prend son code, il le met dans ses EPROM et il fait les tests. S'il y a un problème, il récupère l'EPROM, il l'efface et il la remet et il refait les tests jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème sur sa machine. Donc le EEPROM est équivalent à l'EPROM et bien sûr ces mémoires ont l'avantage par rapport aux EPROM d'être effaçables électriquement parce que sur les EPROM l'effacement, ou plutôt on efface la mémoire en exposant des rayons ultraviolets pendant 20 minutes à la mémoire pour s'effacer. Donc c'est un temps très long. Donc sur les EPROM, on a un équipement électrique, donc on lui envoie un courant et la mémoire s'efface automatiquement et immédiatement. Donc il y a aussi les mémoires flash qui sont fréquemment utilisées actuellement sur des systèmes qui sont mis à jour régulièrement. Donc, c'est des systèmes que les concepteurs installent chez leurs clients. Et ces systèmes doivent être, il y a des programmes dedans qu'ils doivent mettre régulièrement à jour. Dans ce cas, on n'a plus besoin d'ouvrir la machine pour récupérer les PROM et la mettre à jour. Qu'est-ce qu'on fait? Sur un des ports de communication de la machine, on met un protocole de communication et on envoie le programme dans la mémoire. Et la mémoire garde l'information. Mais on ne peut écrire dans cette mémoire qu'avec ce protocole de communication et cet équipement, qui est externe bien sûr, sans ouvrir la machine, pour récupérer la mémoire, l'effacer, pour pouvoir réécrire dedans. Il y a les PAL aussi, Programmable Array Logic. Ça, c'est disons, des composants qui sont programmables pour faire des fonctionnalités autres que les programmes, des fonctionnalités qui n'existent pas sur des circuits intégrés ou des circuits logiques. Et bien sûr, on retrouve aussi les PLD, Programmable Logic Device, équivalent au PAL, et les EPLD, qui sont des PLD, mais qui sont effaçables aussi de la même façon que les EPROM et les EEPROM. Donc, ainsi se termine notre 10e leçon. Pour toute information ou complément d'information, ou si vous avez besoin de quelques exercices, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MedNetU. Je serai à votre disposition et merci.